Bonjour à tous, nous allons vous présenter une pause pédagogique qui s'inscrit dans le cadre de notre master en pédagogie des sciences de la santé. Je suis Louise Lefranc, sage-femme hospitalière. Je suis Laura Saoudi, sage-femme enseignante. Et Julien Provost, master kinésithérapeute enseignant. Et moi c'est Anne-Gaëlle Segui, je suis sage-femme libérale. J'espère que cette pause pédagogique va vous plaire. Pour garder un peu de suspense, par ceux qui arrivent à lire la décennie. Le plan de la séquence va se dérouler selon cette diapositive. On va faire déjà un point de contextualisation sur la simulation, présentation des auteurs, une activité, donc vous allez avoir du travail, une séance de débriefing et bien sûr une conclusion. Donc, la simulation est de plus en plus présente dans notre société. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait de la simulation en tant que patient ou soignant? Ok, donc vous êtes pas mal. Est-ce que vous avez déjà dû écrire un scénario pour faire une séance de simulation? Vous êtes pas mal aussi. Et est-ce que vous avez déjà dû briefer des patients simulés? Quand même quelques-uns. Les gens expérimentés dans la salle. Oui. Attention, on voit que c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance. Concernant les auteurs, on va surtout vous présenter Isabelle Burny, qui est l'autrice principale et qui porte, dont les études portent sur plusieurs des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Elle est responsable de formation chez les médecins internistes, l'équivalent de nos médecins généralistes à nous, à l'Université d'Ottawa notamment. Alors, du coup, c'est là où vous allez entrer en jeu. On va vous séparer en deux groupes. Vous allez On va vous passer une vidéo dans chaque groupe. Et à l'issue de cette vidéo, on va vous demander d'émettre des hypothèses diagnostiques en les hiérarchisant. Donc déjà, vous allez visualiser la vidéo, allez réfléchir un peu seul à vos hypothèses et après vous mettre avec des groupes pour réfléchir. Et choisir un rapporteur pour présenter les hypothèses à l'ensemble de la promo ensuite. Alors du coup, un groupe de 11 qui va dans l'autre salle et un groupe de 11 qui reste ici. Venez, n'ayez pas peur. À peu près. À peu près, je sais pas si vous Nous, on est bloqués. 22. C'est ça. plus 14. Oui, c'est le dernier des... Ce sera à peu près. Oui, après on vient tous ici. Non, mais c'est pas grave. On y retourne. Dans 15 ans, 20 minutes. Quand même. Ah oui, c'était là, salut. Il y a une patiente qui vient d'arriver aux urgences, alors c'est Madame S. Elle vient parce qu'elle a des céphalées, c'est une primigeste. Ok. Du coup, je lui ai fait sa bandelette urinaire et je lui ai pris sa tension, c'était à 139,89. Température normale, 37,3. Par contre, elle a 3 croix de prot. Elle a quel terme cette patiente? Elle est à 34 semaines. Ok, Alors ça c'est son dossier, puis Merci. je l'ai installé dans le box 2 du coup. parfait. Merci Anne-Gaëlle, j'arrive tout de suite. À tout à l'heure. Bonjour Madame S, je suis Louise, la sage-femme du service. C'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tout d'abord me rappeler en m'écrivant votre nom de famille, votre prénom et votre date de naissance s'il vous plaît? Alors, c'est Madame S, Laura, L-A-U-R-A, et je suis née le 5 février 1998. Super. Vous attendez un garçon ou une fille? Alors, on a décidé de ne pas savoir le sexe. Vous saurez le jour de l'accouchement. Ça se passe comment à la maison? Vous êtes déjà en congé de maternité? Alors, j'essaie de faire du télétravail le plus possible et de tenir le plus longtemps possible. Ok. Vous faites quoi déjà comme Je travail? suis assistante de direction. Ah oui. Passez du temps devant votre ordinateur. Je vois au niveau de votre dossier qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux particuliers, médicaux non plus. Vous prenez pas de traitement sur le long cours. Est-ce que vous avez des allergies? Non connu. Est-ce que vous avez déjà... Je vois que vous n'avez pas été transfusé. Votre suivi gynécologique est régulier.
Vos frottis sont à jour. Oui. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter? Non, vous avez tout dit. Au niveau de la grossesse, vous êtes de résus positif. Tous vos bilans sont à jour. Mhm. Et vous ne faites pas de diabète de grossesse. Aujourd'hui, vous vous plaignez de maux de tête depuis quelques jours, m'a dit ma collègue. Quand est-ce que ça a commencé exactement? Ah, ça fait à peu près 48 heures que j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament et à quelle heure? J'ai pris du Doliprane, 1 gramme hier à 14 heures et j'en ai repris ce matin, C'était à quelle heure ce matin? vers 8 heures. Est-ce que vous avez des bourdonnements dans les oreilles? J'ai des sifflements quelquefois, D'accord, des points noirs devant les yeux? des petits flashs effectivement. Est-ce que vous pouvez me décrire ces flashs s'il vous plaît? Alors ça fait comme des flashs comme un appareil photo. Ça vous le fait une fois dans la journée ou ça vous le fait plusieurs fois pendant 24 heures? Ah non, ça fait plus de 48 heures, c'est quelquefois. Hein. Ah d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez gonflé au niveau de vos mains, de vos pieds, de votre visage? Ah, mais maintenant que vous me le dites, oui, mon conjoint m'a dit que j'avais gonflé au niveau du visage. Il a remarqué ça depuis quand? 48 heures. D'accord. Est-ce que vous avez du mal à enlever vos bijoux? Ah, mais depuis le deuxième semestre, je mets plus de bijoux. D'accord. Et sinon au niveau de la grossesse, est-ce que vous sentez votre bébé bouger? Oui, très bien. Ça doit vous rassurer. Est-ce que vous avez perdu du sang, quelque chose d'anormal? Non. Est-ce que vous avez des contractions? Non. Est-ce que ça vous brûle quand vous faites pipi? Non. Et est-ce que vous prenez un traitement pour la grossesse? Non. Parfait, bah écoutez, l'interrogatoire est terminé. Vous pouvez vous poser juste là. On va aussi s'installer juste après sur la table d'examen pour écouter le cœur de votre bébé. D'accord. Puis l'examen sera terminé. Alors, du coup, quelles sont vos hypothèses? On va en discuter entre vous avant de rejoindre notre groupe. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Passez-vous. Prééclampsie, ouais. Après, on n'est pas tout à fait. Enfin, c'est lointain, mais dans la définition. Il n'y avait pas de température là, C'est pour toi. Mais sur. Ouais, enfin, première hypothèse, c'est ça, sur. Céphalie phosphanactène, les protéinurines. Elle a juste la tension volontairement à 1 mm de systolique et 1 mm. Non, c'est pas 140-90. C'est ça. Il y a 139,89. Je sens que ça a été. Juste. Le thrombophlébite cérébrale aussi. Thrombophlébite. Mais c'est en dernier. Le plus probable, c'est plutôt prééclampsie. Oui. Il y en a d'autres. Est-ce que... C'est celui qui se dégage le plus. Après, en creusant un peu, peut-être chercher un problème rénal, un truc comme ça, pour une protéinurie, une néphropathie. C'est parce que vous posez la question, hein. Sinon c'est vrai que c'était. D'emblée, vous avez dit tous prééclampsie. Ok. Ah, ça on verra après. Catherine dit qu'on voit plus rien. J'ai remis la caméra. Ouais, donc d'autres hypothèses, je ne viendrai pas trop à l'esprit là, d'emblée comme ça. Non, bah, sans douleur abdo ni rien. Ok. Et réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qui vous a amené justement à cette hypothèse diagnostique? Le premier élément, il y a la protéinurie. La tension un peu limite. Tension qui est quand même. Limite. Elle est céphalée, ouais, qui est céphalée acouphène, phosphène. Elle est au-delà du deuxième trimestre, c'est ça? Le Ouais, elle est à 34 semaines. 34 semaines. C'est une prémie. Non. C'est une prime. Du coup, enfin, ça favorise aussi. Il n'y avait pas de fièvre, c'est ça? L'apéritif, quoi. Il a pris un paracétamol à 8h. À 14h la nuit, à 8h.
Alors, choisissez un rapporteur parmi vous qui va venir voter vos hypothèses. Enfin, votre hypothèse. Vous avez votre hypothèse principale qui est visiblement la pré-éclampsie et essayez maintenant de hiérarchiser un petit peu le reste de vos hypothèses. Quelle est la deuxième plus probable, la troisième plus probable, en fonction de ce que vous avez vu. Alors, Christina nous dit pré-éclampsie débutante, céphalée, et après elle nous appelle. Après, on peut aller chercher autre chose, hein, une migraine, mais bon. Et hypertension. Mais il y a des Si elle protéines. sort. Oui, oui, voilà, ça faudrait vraiment. Non, mais si on veut chercher autre chose. Alors, elle peut syndrome, même le disait, mais c'est plus Elle a mal fait sa BU, polyprotéine. C'est la BU de Madame Machin, c'est Madame T, c'est Madame S. Je ne peux pas juger, effectivement. Alors, là, sans biologie, on ne peut pas y penser. Enfin, on peut y penser, mais faut confirmer. On ne peut pas confirmer. Après, dans les tiroirs, ouais, quelque chose de neurocure. Après, comme tu disais, Renaud, elle a pris du paracétamol, donc il y a peut-être une fièvre masquée, on pourrait imaginer. Mais bon, ça colle moins avec. Un syndrome néphrotique. Ouais, un truc rénal. Moi, je suis sur la vénère sans signe fonctionnel. Donc, un obstétrical. Mais, un obstétrical, 2 rénal, et puis 3 neuro, peut-être, éventuellement. Les œdèmes, donc oui, plus rénal, on va dire. Ouais. Ok. Vous avez un rapporteur? Je veux bien y aller, faut noter. C'est où? On va juste du coup attendre la réunion avec l'autre groupe. Très bien. Et après juste indiquer vos hypothèses diagnostiques et quels sont les éléments qui vous ont fait dire que c'était celle-ci que vous mettez en premier devant les autres. Ok. Mais voilà. Ça marche. Ça fait que je peux voir. C'était leur propre. Comme attendu, vous avez été plutôt bon. La thrombophlébite cérébrale, vous achetez pas? J'avais noté les différents. C'est moins probable, mais c'est possible pour la grossesse. Surtout un pot de partout. Donc, il y a quand même une hypothèse de thrombophlébite. Bah oui, ça fait partie des. C'est moins probable, hein, c'est beaucoup moins probable avec tout ce qui. Ça fait partie des césariennes. Plus longtemps. Le matin, là, ce matin, mais il a vu au-dessus, là, ça. Je croirais que le film de Hitchcock. Il a quand même bébé son bébé. Il a quand même son salon avec le bébé. Oui, j'allais dire. Sinon, et elle je dois pas lui croire. C'est vrai. Tu fais courser, là. Il faisait peur, là. Bah, ça veut dire que on a réussi. Ça veut dire que c'est une bonne simulation. C'est-à-dire qu'a priori, on a quand même réussi à créer l'effet qu'on voulait faire. J'ai bien briefé les acteurs. Voilà. C'est avec le temps de effets, je pense. Oui. Vous aviez le groupe facile. Ah, c'était facile. Plus que de l'autre côté. On va vous faire visionner la deuxième vidéo. Je suis sûr que vous dites ça à chaque groupe. Hein. C'était le plus dur en fait. C'est comme à l'école quand t'es toujours la pire promo. T'es toujours la pire promo. Celle d'après aussi d'ailleurs, c'est la pire promo qui. Toujours.
Je l'aime bien au village. Deuxième film qui n'est pas le même que l'autre. Tu préfères droite ou gauche? Je préfère les quatre. Ça va être jugé. Non. C'est plus là. Ah, toi aussi, putain, merde. Bon, bah, tout le monde préfère. Toi, tu préfères lequel? C'est pour mon cabinet. Hein. Je préfère aussi celui qui rompt parce que les coins qui cassent là. Ah ouais. C'est perturbant, mais Ah, c'est marrant, putain, moi je Il préfère. manque un morceau. Ah, c'est rigolo, putain, moi je préfère. C'est un cabinet pour ceux qui manquent qu'une case. Ouais, j'aime bien l'idée. Ok, bon, je crois que c'est tout le monde. J'en fais une. j'ai demandé à les gens complètement. Mais il faut que tu prennes les trois pieds en même temps, c'est toujours comme ça, le truc là. C'est une petite galère. Ouais, parce qu'il est lourd peut-être. Un petit peu. Enfin, C'est ce qu'il te faut justement. T'es apte. Ah, bah. Moi je me disais, comment ils vont faire la j'espérais tout le monde se couper. Franchement, ils n'avaient pas dit. Mais Il fallait me dire les je crois que c'est moi qui ai pas dit. C'est bien, c'est très bien. Un verre de vin, je suis prêt à dire que j'aime bien ce film. quasiment pareil. Allez, voilà. Ça bouge, ça bouge. Ils ont un petit peu plus discuté, à mon avis, sur la priorisation des hypothèses. C'est bon? Oui, ouais. On attend. Il y a longtemps. Du coup, François, tu peux venir commencer à inscrire les hypothèses du groupe 1 et le rapport dans le groupe 2 qui l'a rapporté. Faut allumer la lumière. Tu peux allumer la lumière? Parce qu'ils l'ont parlé. Elle est là, vas-y. Je sais pas sur comment. Le hashtag humour et. Non, on n'accepte pas. C'est bien ce que je disais. Tu peux expliquer? Faut expliquer, oui. Je peux déjà l'inscrire et après expliquer pourquoi est-ce que vous avez retenu ce diagnostic-là en diagnostic principal. Ok, bon, c'est pas ce que vous avez dit. Alors, on a refait les causes obstétricales, quoi, à savoir la prééclampsie. Et on justifie dès maintenant? Oui. Oui. Vas-y, ok. tu peux justifier. Dans les antécédents, c'était une qui avait une protéinurie et qui se plaignait de céphalée, sifflement, donc acouphène et phosphène, et qui avait des œdèmes, et qui avait une tension un peu limite à 139, 89, et qui était apyrétique, et qui n'avait pas de signe fonctionnel. Il y avait des signes négatifs, il n'y avait pas de. Bon, voilà. Ça vous va? Pas de contraction. Pas de cellule, ouais. Pas de cellule. Ok. Vos hypothèses secondaires. Du coup, c'était rénal. On avait dit problème rénal. On n'a pas vraiment précisé, on a dit syndrome néphrotique. Voilà. Mais bon, ça collait pas avec tout le tableau. Donc on était plus. Voilà, mais ça c'était possible. Et après des causes neuro, on a dit éventuellement chez la femme enceinte une thrombophlébite cérébrale. Et puis moi je forme. Voilà.
Et après, ça collait pas avec tout le tableau, ça collait pas avec les œdèmes, pourquoi pas migraine. Voilà. C'est parce qu'il fallait. On avait une hypothèse très forte. Voilà. Très bien. Merci beaucoup François et au groupe 1. Groupe 2 a décidé, donc en principal c'est la prééclampsie. Ça se voit? Oui. Bah, avec les signes, bah, c'était tension artérielle. Je dois les renoter ou c'est bon? Si vous étiez d'accord sur l'ensemble des signes, c'est pas la peine de tout renoter. Voilà. Les céphalées. Depuis 48 heures, protéinurie plus, œdème, visage et elle est en 34e semaine. C'est suffisant ou le bruit que je présente? Donc en secondaire, nous avons dit migraine ophtalmique. Par rapport à ces céphalées, ces flashs, voilà, c'est bien ça, je traduis bien. Et suivant, c'était hémorragie ménagée. Pareil, céphalée et flash. Et le troisième, c'est le syndrome néphrotique par rapport à sa protéine et les œdèmes. Vous allez faire sortir quelque chose d'autre en fait sur le syndrome néphrotique et tout ça. J'ai zappé quelque chose? En fait, il y en a certains qui m'ont remarqué comme des choses en fait visuelles. Elle voit beaucoup. Ah, voilà. Voit beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez eu la même vidéo, le même script, les mêmes dialogues. Maintenant, vous allez voir quelque chose qui va expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas forcément les mêmes hypothèses. Ah oui, c'était là, salut. Il y a une patiente qui vient d'arriver aux urgences, alors c'est Madame S. Elle vient parce qu'elle a des céphalées, c'est une primigeste. Ok. Du coup, je lui ai fait sa bandelette urinaire et je lui ai pris sa tension, c'était à 139/89. Température normale, 37,3. Par contre, elle a 3 croix de prot. Elle a quel terme cette patiente? Elle est à 34 semaines. Ok. Alors ça, c'est son dossier, puis Merci. je l'ai installé dans le box 2 du coup. Parfait. Merci Amiel, j'arrive tout de suite. À tout à l'heure. Bonjour Madame S. Je suis Louise, la sage-femme du service. C'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tout d'abord me rappeler en m'écrivant votre nom de famille, votre prénom et votre date de naissance s'il vous plaît? Alors c'est Madame S, Laura, L-A-U-R-A, et je suis née le 5 février 1998. Super. Vous êtes un garçon ou une fille? On a décidé de ne pas savoir le sexe. Vous saurez le jour de l'accouchement. Ça se passe comment à la maison? Vous êtes déjà en congé de maternité? Alors j'essaie de faire du télétravail le plus possible et de les tenir le plus longtemps possible. Ok. Vous faites quoi déjà comme travail? Je suis assistante de direction. Ah oui. Passez du temps devant votre ordinateur. Je vois au niveau de votre dossier qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux particuliers, médicaux non plus. Vous prenez pas de traitement sur le long cours. Est-ce que vous avez des allergies? Non connues. Est-ce que vous avez déjà... Je vois que vous n'avez pas été transfusé. Votre suivi gynécologique est régulier. Vos frottis sont à jour. Oui. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter? Non, vous avez tout dit. Au niveau de la grossesse, vous êtes de résus positif. Tous vos bilans sont à jour. Et vous ne faites pas de diabète de grossesse. Aujourd'hui, vous vous plaignez de maux de tête depuis quelques jours, m'a dit ma collègue. Quand est-ce que ça a commencé exactement? Ça fait à peu près 48 heures que j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament et à quelle heure? J'ai pris du Doliprane, 1 gramme hier à 14 h et j'en ai repris ce matin. C'était à quelle heure ce matin? Vers 8 h. Est-ce que vous avez des bourdonnements dans les oreilles? J'ai des sifflements quelquefois. D'accord, des points noirs devant les yeux? Des petits flashs, effectivement. Est-ce que vous pouvez me décrire ces flashs, s'il vous plaît? Alors, ça fait comme des flashs, comme un appareil photo. Ça vous le fait une fois dans la journée ou ça vous le fait plusieurs fois pendant 24 heures?
Ah non, ça fait plus de 48 heures, c'est quelques fois. Hein. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez gonflé au niveau de vos mains, de vos pieds, de votre visage? Ah, maintenant que vous me le dites, oui, mon conjoint m'a dit que j'avais gonflé au niveau du visage. Il a remarqué ça depuis quand? 48 heures. D'accord. Est-ce que vous avez du mal à enlever vos bijoux? Ah, mais depuis le deuxième semestre, je ne mets plus de bijoux. D'accord. Et sinon, au niveau de la grossesse, est-ce que vous sentez votre bébé bouger? Oui, très bien. Ça doit vous rassurer. Est-ce que vous avez perdu du sang ou quelque chose d'anormal? Non. Est-ce que vous avez des contractions? Non. Est-ce que ça vous brûle quand vous faites pipi? Non. Et est-ce que vous prenez un traitement pour la grossesse? Non. Parfait, bah écoutez, l'interrogatoire est terminé. Vous pouvez vous poser juste là. On va aussi s'installer juste après sur la table d'examen pour écouter le cœur de votre bébé. D'accord. Puis l'examen sera terminé. Ah oui, c'était là, salut. Il y a une patiente qui vient d'arriver aux urgences, alors c'est Madame S. Elle vient parce qu'elle a des céphalées, c'est une primigeste. Ok. Du coup, je lui ai fait sa bandelette urinaire et je lui ai pris sa tension, c'était à 139,89. Température normale, 37,3. Par contre, elle a 3 croix de prot. Elle a quel terme cette patiente? Elle est à 34 semaines. Ok. Alors ça c'est son dossier, puis Merci. je l'ai installé dans le box 2 du coup. Parfait. Merci Angèle, j'arrive tout de suite. À tout à l'heure. Bonjour madame, je suis Louise de la chambre du service. C'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'épeler votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance s'il vous plaît? Oui, alors, je m'appelle Madame S. Laura, L-A-U-R-A, et je suis née le 5 février 1998. Ok. Est-ce que vous attendez un garçon ou une fille? On sait pas, on veut une surprise. Ok, ça sera au niveau de l'accouchement que vous aurez la surprise du coup. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que vous êtes déjà en congé maternité? Je suis en télétravail, hein. J'essaye de tenir le plus possible, mais c'est vrai que c'est compliqué. Vous faites quoi comme travail? Je suis assistante de direction, secrétaire. Oui, du coup, vous passez beaucoup de temps dans les écrans. Oui. Ah oui, oui. Je vais faire le point sur votre dossier. Je vois qu'au niveau de vos antécédents familiaux, il n'y a rien de particulier. Médicaux non plus. Vous prenez pas de traitement sur le long cours. Est-ce que vous avez des allergies? Non connu. Vous n'avez jamais été transfusé. Votre suivi gynécologique est régulier. Oui. Vos frottis sont à jour. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter? Non, vous avez tout dit. Hein. Au niveau de la grossesse, vous êtes de résus positif. Je vois que vos bilans sont à jour. Vous n'avez pas de diabète de grossesse. Aujourd'hui, ma collègue m'a dit que vous vous plaignez de maux de tête depuis quelques jours. Quand est-ce que ça a commencé exactement? Ça fait 48 heures que j'ai mal à la tête. Est-ce que vous avez pris des médicaments? Et si oui, à quelle heure? Alors, j'ai pris 1 gramme de Doliprane hier vers 14h et j'ai repris ce matin. C'était à quelle heure ce matin? Ce matin, c'était vers 8h. Est-ce que vous avez des bourdonnements dans les oreilles? Oui, j'ai des sifflements. Vous avez des points noirs devant les yeux? J'ai comme des flashs. Est-ce que vous pouvez me décrire ces flashs? Ça fait comme des petits flashs d'appareil photo. Et ça vous le fait une fois dans la journée ou ça vous le fait plusieurs fois dans la journée depuis 24 heures? Ah, ça fait plus de 48 heures que j'ai pas eu ça. Hein. Ok. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez gonflé au niveau de vos mains, de vos pieds, de votre visage? Maintenant que vous me le dites, c'est vrai que mon conjoint il m'a dit que j'avais gonflé au niveau du visage. Il a remarqué ça depuis combien de temps? Ça fait 48 heures qu'il me l'a dit. Est-ce que vous êtes pesé récemment? Non. Et est-ce que vous avez du mal à enlever vos bijoux? Ça fait depuis le 2e semestre que je mets plus de bijoux. D'accord. Au niveau de la grossesse, est-ce que vous sentez votre bébé bouger? Ça oui. Ça doit vous rassurer. Est-ce que vous avez des pertes de sang ou des pertes anormales? Non. Des contractions? Non. Est-ce que ça vous brûle quand vous faites pipi? Non. Est-ce que vous prenez des médicaments tous les jours? Non. Très bien, bah écoutez, l'interrogatoire est terminé. On va pouvoir aller se peser juste ici. Ensuite, vous pourrez vous installer sur la table d'examen pour écouter le cœur de votre bébé et l'examen sera terminé. D'accord. On va juste ici. Alors, déjà, est-ce que vous avez vu des différences entre les deux vidéos flagrantes? Elle est en grande forme, hein. Elle a l'air de souffrir. Ouais, moins top que Et l'angle de la caméra n'est pas tout à fait le même. Mais on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. En fait. C'est une adaptation technique, on va dire. Une adaptation technique. Mieux voir justement
En termes de communication non verbale, c'est beaucoup plus riche. C'est pour mieux voir ça. C'était plus neutre l'interrogatoire par rapport aux patients. Ok. C'est dans la première vidéo, elle est très souriante, elle a mal à la tête, mais ça se voit pas qu'elle a mal à la tête. Dans la deuxième vidéo, on a envie de la movie déjà, quoi. Non, mais on voit qu'elle se tient difficilement sur la chaise, qu'elle commence à... Donc ça vous fait plus peur. Ouais, voilà, elle dit de la longer, en fait. Elle m'inquiète beaucoup plus que dans la première vidéo, ça c'est clair. Est-ce que sur les informations que je donne dans la vidéo, il y a des changements? Verbal. Non. Non. D'accord. Donc en fait, toutes vos impressions, finalement, c'est non verbal. C'est non verbal. Ok. Il y a l'hydratation par Ouais, contre, aussi. différente. Ouais. Dans la première, tu vois pas du Ok. Cependant, la bouteille d'eau est quand même présente et au premier plan aussi dans l'autre vidéo. Mais elle boit pas. Mais elle ne boit pas. Pendant l'entretien. Ok. Du coup, est-ce que ça change pour vous quelque chose qu'elle ait bu ou qu'elle n'ait pas bu? Ben oui, si elle boit, c'est qu'elle a soif. Merci, merci. Effectivement, nous sommes d'accord, si elle boit, c'est qu'elle a soif. C'est pas significatif. Pas significatif du point de vue de vos hypothèses diagnostiques. Bah, ça collerait s'il n'y a pas de notion de diabète gestationnel, mais là il dit qu'il n'y a aucun gestationnel. Ok. Après, c'est pas parce qu'il y en avait pas sur les examens qu'il ne peut pas y en avoir. Ah, maintenant Ouais. C'est pas si. Ouais. Ok. La protéine, oui. Trop de. Il y aurait d'autres choses dans les urines, comme le glucose. Ok. Donc le fait qu'elle boive ou pas, ça peut modifier quand même un petit peu vos hypothèses. Et notamment la hiérarchisation des hypothèses qui sont pas forcément les premières, puisqu'effectivement on est d'accord que la prééclampsie est a priori la numéro 1, que ce soit dans le groupe 1 ou dans le groupe 2, mais ça va quand même induire un changement dans vos hypothèses secondaires, si jamais ce n'est pas une prééclampsie. Il y a un élément supplémentaire à peut-être prendre en compte. Un élément supplémentaire à peut-être prendre en compte. Effectivement. Alors, il y a des hypothèses diagnostiques qui ont été évoquées en vidéo 2 et qui n'ont pas été évoquées ici. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que tu peux nous dire lesquelles? C'est la migraine ophtalmique, en fait. Il y a un groupe qui est plus brillant que l'autre. C'est une hypothèse. Ah, on a mis la migraine. Pourquoi le groupe 1 potentiellement ne l'a pas évoqué en fait? Ils ont dit que c'était une migraine, non? Ouais, il y a un truc en fait. C'est une migraine toujours. Ça enlève ses lunettes, remettre ses lunettes, on voit bien les en bas. Ouais, l'intensité est pas la même. Enfin, une bonne tolérance dans la vidéo 1. Une migraine, on a plutôt l'image de quelqu'un qui va avoir qui va être invalidé dans ses activités du quotidien, et c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, il la tolère bien. Donc encore une fois, c'est plutôt quelque chose que vous avez observé et pas quelque chose que je dis en fait dans la vidéo. Et pourtant, ça a fait monter en fait dans le deuxième groupe en deuxième position la migraine ophtalmique en fait. Nous, on l'avait évoqué aussi, la migraine. Mais loin derrière. Loin derrière. Élément entre parenthèses. Vous n'avez pas fermé, vous avez gardé quand même la migraine ophtalmique dans votre tête. On enchaîne? Je pense. Ouais. Comment vous passez de la vidéo 1 à la vidéo 2 en tant que vous, rédacteur de script aussi nombreux que vous êtes? Alors, on a mis en évidence ce pourquoi vous avez hiérarchisé d'une manière différente. Vous disiez surtout le non-verbal finalement. Quand vous êtes amené à écrire un scénario, qu'est-ce qui va faire que... Mais il faut y ajouter tout le non-verbal et expliquer la situation de la personne complète. Pas juste ce qu'elle doit dire, parce qu'on voit ce qu'elle doit dire, elle dit la même chose. Et est-ce que dans votre expérience, vous avez pour habitude d'inscrire tous ces éléments non verbaux? Oui. Peut-être pas autant. Des fois, on va mettre plein de trucs voilà, pour que les gestes apparaissent, mais est-ce qu'on va mettre pour chaque scène? Peut-être pas forcément. Nous, on a construit dans le cadre du semestre 5 études infirmières, dans le processus tumoral, une situation de soins relationnels d'une personne qui est prise en charge en HDJ ou en polymato. Et oui, il fallait ressortir le relationnel. Donc il y avait beaucoup de non-verbal et on a dû détailler pour que
celle qui jouait le rôle et tous les éléments afin de pouvoir faire identifier à l'étudiant. D'accord. Donc, mais c'est un travail voilà, très fastidieux pour que ça ressorte. D'accord. Du coup, comme vous avez été déjà bien formé, vous inscrivez tous des indications non verbales pour votre comédien dans le scénario. Bravo. Un autre élément, qui sont vos comédiens? Des comédiens. Ça dépend. Ça dépend. Nous, c'est souvent des étudiants d'année supérieure. Non, des professionnels, c'est une infirmière. Ok. Des comédiens, une troupe de théâtre. Troupe de théâtre. Nous, c'est des gens de la société civile, mais par contre, on forme. Des gens formés par votre centre. Ok. Parfois, après, c'est le mannequin. Parfois, des fois, c'est un mannequin. Mais du coup, c'est juste la voix qui pourra faire et l'intonation. Dans le non-verbal, on aura moins de choses. Tout à fait. Ça peut aussi être des enseignants parfois. Ça peut aussi être des enseignants. Ok. Du coup, on a vraiment des statuts et des provenances très différentes de nos comédiens. Des professionnels médicaux, des étudiants, nous dit quelqu'un. À votre avis, est-ce que le jeu d'un étudiant va être le même jeu qu'un comédien? A priori, la réponse est non. Je rigole, parce qu'il y a bien des copains, tout ça. Ça dépend comment on le forme. Est-ce que vous formez les étudiants? Oui. Après, l'étudiant peut avoir une connaissance aussi des réactions du patient qui peut le rapprocher. Donc, ok. Donc en fait, la différence, c'est qu'un étudiant, il pourra le faire une fois, et la fois d'après, il le fera tout à fait différemment. Parce qu'un comédien, on lui donne le script, il le fera 2 fois, 3 fois, de la même manière. ok. Du coup, il y a une forme d'adaptation en fait. Mais si on veut Donc, orienter à chaque fois notre étudiant en termes de raisonnement clinique de la même façon, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un étudiant? Nous, on est étudiants, on peut lui faire confiance. Oui. J'entends bien. Non, mais si on veut faire du certificatif, par exemple, il faut un truc par cœur, un texte, par cœur, je sais pas si presque ça. Un déroulé clair. Erwan. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est que pour standardiser tout le monde, en fait, on filme le scénario idéal et le jeu de patient simulé idéal. Et donc chaque patient simulé, quand il a son rôle, va sur une plateforme et visionne la vidéo. Ok, donc vous, c'est vraiment hyper structuré. Je pense que c'est pas forcément partout comme ça, où la performance standard est filmée en amont et observée par les comédiens. Par exemple, pour les Écosses, on va aussi graduer, si on dit, voilà, il faudrait que le patient soit fatigué à 7 sur 10. Voilà, le fait de graduer peut aider aussi à bien standardiser le propos. Okay. La difficulté que moi j'ai rencontrée en tout cas, c'est qu'à chaque fois, même si c'est le même acteur qui a exactement le scénario, qui fait exactement les mêmes réactions, en fonction de la personne qui va dans la situation dans laquelle, la scène sera différente. C'est-à-dire que là, vous avez joué à chaque fois, c'était les 2 mêmes personnes qui jouaient. Bon, la situation n'était pas la même parce que vous avez raté des informations pour la deuxième vidéo. Mais il y aurait une autre collègue qui venait pour faire l'interrogatoire, même avec les mêmes phrases, la gestion n'aurait pas été la même. Oui, peut-être. Si ça avait été un IAL qui avait fait la sage-femme, peut-être que ça aurait été différent. Parce que le non-verbal du soignant est important aussi. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que j'avais des indications? Est-ce que vous pensez que j'étais... Comment je suis arrivée à faire mon rôle en fait? Est-ce que vous pensez qu'il y avait deux rôles différents? Ça dépend quelle vidéo en fait. La deuxième, on sent la patiente beaucoup plus inquiète parce qu'elle n'est pas bien. Alors que la première, on la sent très naïve et innocente. Qu'est-ce qu'elle aurait pu avoir en tant que patient simulé de différents? Elle aurait pu dire, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Peut-être que le texte est le même et les infos sont les mêmes, mais c'est juste les petits commentaires qu'on met parfois, je sais pas, en italique, dis-le de manière accablée, dramatique, ce qui s'associe à côté du texte. Mais d'où l'importance de ces petits commentaires, puisqu'on voit que ça peut faire dévier les embranchements dans le raisonnement clinique en fonction du jeu de l'acteur. Du coup, si vous ne le précisez pas, il peut avoir un manque d'information. Si vous le précisez, vous pouvez orienter, aider l'étudiant qui est en train de développer son raisonnement clinique. Et c'est là-dessus qu'on arrive en fait avec cet article d'Isabelle Burnier, c'est que en fait, en fonction de la précision à laquelle vous allez écrire le scénario, que ce soit en verbal ou en paraverbal,
et indiquer lors de la formation et le briefing de votre patient simulé, dire si tu as un signe neuro, il faut que tu aides l'étudiant à, il faut que tu trembles un peu plus, tu vois. Et c'est par ces éléments qu'on va favoriser le développement, faciliter le raisonnement clinique, notamment chez les novices, pour repérer ses premiers gestes par la simulation. Mais il faut que ces éléments soient précis. Il faut que ces éléments soient précis. C'est un exemple qu'on a fait là, sur la simulation, c'est que l'actrice, on lui a dit « Tu es triste de la situation ». Ah, donc elle était d'abord... Évidemment, elle s'est mise à pleurer. Mais vraiment, ça a complètement déstabilisé les élèves. On ne s'y attendait pas, nous-mêmes, nous non plus d'ailleurs, nous s'y attendait. Il faut être plus précis, jusqu'où l'acteur peut aller. Très bien. Catherine, tu voulais dire quelque chose? Vous avoir des scripts standardisés avec des indications très claires sur ce que vous voulez avoir et les libertés qu'auront vos patients simulés, parce que ça va influencer, comme vous l'avez vu, sur vos deux groupes. Au final, ça influence quand même vos hypothèses diagnostiques et votre raisonnement. Avoir ou ne pas avoir. Parce que parfois, le patient, au bout de sa 3e ou 4e simulation, il commence à avoir un peu soif. Par exemple, il a sa petite bouteille d'eau dans son sac classique qu'il amène avec lui, son sac à main ou son sac à dos, et pendant la simulation, on lui a rien demandé, il commence à boire. Mince alors, une hypothèse qui peut faire chavirer. Moi, je me demandais si tu avais donné à boire ou pas. Ouais. Si tu avais Ou soif inversement, en en fait, moi je porte des lunettes, ça pourrait ne pas être du tout dans le script, et du coup, je suis habituée à jouer avec mes lunettes, et je peux fausser en fait le diagnostic par exemple de prééclampsie parce que la méga panique va peut-être émerger plus haut. Voilà, donc Voilà, pensez à c'était ça. tout ce qu'il doit y avoir Oui, ou pas. tu peux, vas-y, on t'écoute. Alors, ce que je disais, c'est qu'effectivement, quand on est dans une démarche formative, il faut bien évidemment que les scénarios soient les plus précis possibles pour que ce soit standardisé, parce que sinon, c'est un manque de chance pour les étudiants. Après, le fait d'avoir des choses qui sont très précises et la notion d'indice ne pose pas souci en soi, puisque c'est quelque chose qui peut faire partie du scénario, puisque en fonction de l'objectif que l'on se donne dans l'évaluation, on va pouvoir aider l'étudiant. Donc c'est pas une faute en soi d'avoir effectivement des moments où on peut peut-être avoir un scénario qui ne se déroule pas exactement de la même façon, parce qu'il y a l'étudiant qui va être très performant et celui qui va peiner un peu et qu'on va indicer à un moment ou à un autre. Moi, ce que je vois dans tout ça, pour avoir été patient simulé aux dernières Écosses de Strasbourg, hein, où il y a 17 étudiants qui sont passés dans l'après-midi et qui m'ont examiné, et ben, c'est que je pense ne pas avoir eu la même attitude, et pourtant j'ai été très très briefée sur ce que je devais simuler, mais je n'ai pas eu la même attitude en fonction de l'attitude de l'étudiant. J'ai été beaucoup plus empathique pour des étudiants qui étaient en difficulté, qui étaient stressés par exemple, où finalement j'ai essayé d'être rassurante, d'être peut-être un peu plus souriante, et je pense que mon comportement verbal, qui était probablement très inconscient, a pu les indicer à certains moments. Et c'est en ça peut-être que c'est pas finalement si standardisé que ça lorsqu'on est en situation de faire des Écosses. Alors moi, il y a deux trucs que je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. La première chose, c'est le rôle de facilitateur. Effectivement, quand on est patient standardisé, des fois on a ce rôle-là de pouvoir aider l'étudiant. Et le deuxième mot que tu as mis, c'est le briefing. Et du coup, ça rejoint un peu le script. C'était important aussi d'avoir en fait un briefing de vos patients standardisés avant, pour savoir en fait ce qu'on attend des patients, qu'ils soient bien briefés avec un scénario cohérent et qu'ils sachent justement leur fenêtre d'ouverture, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Est-ce que... Ça me paraît pas mal. C'est pas mal. Ah, on vous l'a traduit quand même le titre de l'article. Donc raisonnement clinique et simulation, faciliter la priorisation d'hypothèses grâce aux patients simulés. Données d'une recherche quantitative. Et merci de votre attention. Merci. Juste une petite question. Au final, est-ce que c'est vraiment si important? Parce que là, si on regarde, cette dame, elle a quoi, 95% de chance d'avoir une prééclampsie, donc on a posé en gros l'hypothèse principale, tout le monde l'a formulée. Après, les autres diagnostics, alors ils sont effectivement pas totalement hiérarchisés de la même façon, mais est-ce que c'est si important que ça? Alors, ce qui est marrant dans l'article, en fait, c'est que on a à peu près la même chose, c'est qu'en fait, vous avez l'hypothèse le plus probable et ensuite le plus sérieux et le plus dangereux en fait.
dans le groupe si j'ai bien compris, dans le groupe en fait finalement qui n'est pas standardisé, et après dans l'autre en fait l'émergence c'est exactement ça, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'hypothèses retenues. Donc au final en fait effectivement notre raisonnement la prééclampsie c'est le plus fréquent effectivement, mais au final pour le raisonnement clinique, l'étudiant qui aura la vidéo 2 finalement va faire plus réfléchir, avoir plus d'hypothèses diagnostiques, va aller plus loin dans l'analyse. Peut-être éviter justement des fermetures prématurées. Pour éviter après justement des fermetures prématurées qui vont avoir pas mal d'hypothèses plus importantes. Et quelles sont les conclusions de l'étude de l'article finalement? Tu y vas, Laura? Vas-y, si tu veux, moi je te donne. Eh bien, c'est que c'est important. Voilà, c'est ça. Vous l'aurez compris, on vient de passer du coup une demi-heure à parler de ça. C'est que du coup, que ça soit par le briefing, que par la qualité d'écriture du scénario, que par le statut en fait de votre comédien et son expérience, tous ces éléments-là vont être primordiaux dans l'orientation et la formation de vos étudiants et en fonction de l'objectif de votre simulation. Là, en l'occurrence, c'est le développement du raisonnement clinique, et notamment pour les étudiants qui sont en difficulté de raisonnement. Du coup, on va chercher à les aider à repérer les signes clés, de façon à faire en sorte qu'ils arrivent quand même à développer leur raisonnement et à les passer au-delà de des différents biais de raisonnement dont ils sont assez souvent victimes. Tu veux compléter? Non, je suis tout à fait d'accord. Et puis, excusez-moi, j'ai une question. En fait, est-ce qu'un étudiant bien préparé peut jouer le rôle de cet acteur-là? Un étudiant bien préparé, oui, s'il est préparé. En étant préparé, oui. Il peut apprendre par cœur. Il ne sera pas forcément. Parce que chez nous, moi je suis dentiste, mais chez nous c'est un groupe d'étudiants qu'on prépare en amont pour qu'ils soient d'acteurs. Et après les autres étudiants vont formuler un groupe pour pouvoir. S'ils sont préparés, très bien. Et ça va aussi vraiment dépendre de l'objectif de la simulation, du scénario. On voit que le jeu d'acteur n'avait peu d'effet sur les professions, enfin, des sages-femmes. Ça avait peu d'effet sur les sages-femmes. Elles étaient très rapidement ancrées avec les signes, donc normal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? merci beaucoup. Merci. Merci.